Et donc, entendre Daniel Boyer et Mélène Cervera, mais je pense que c'est pas exactement ça tous les deux. Si, il y a une erreur alors dans... Est-ce que c'est marqué Daniel au féminin? Et vous Mylène, êtes... c'est Oui, vrai. parce que Melen, c'est un homme. Ah, voilà, Mais c'est merci, original. désolé, exactement. Donc, accompagnement vers l'emploi, non-recours est sorti du CLCA. Le CLCA, c'est le complément de libre choix d'activité. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de nous donner l'occasion de présenter une étude sur un dispositif bien connu pour cristalliser un certain nombre de contradictions de la société française quant à la place des femmes et des hommes dans la sphère familiale et professionnelle. C'est une étude, l'étude que nous allons vous présenter a été menée en 2015 et elle porte sur le non-recours des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité qui est en gros, enfin je vous expliquerai tout à l'heure mieux ce que c'est, mais qui est en gros le congé parental, hein, une forme de congé parental. Donc c'est une étude menée sur le non-recours de ces bénéficiaires à des dispositifs d'accompagnement qui ont été promus, portés par le ministère du droit des femmes dans le cadre des territoires d'excellence qui ont été soumis à des évaluations dont l'étude fait partie, à des évaluations qui ont été coordonnées par Yannick Lorty. Donc nous allons intervenir à deux voix sur quatre points en fait sur ce dispositif. D'abord, on vous rappellera brièvement ce qu'est le CLCA et ses effets sexués. Ensuite, on vous présentera les dispositifs d'accompagnement qui étaient proposés à l'issue de ce CLCA. On vous proposera ensuite, on vous présentera l'enquête et quelques résultats de cette enquête. Donc, qu'est-ce que c'est que le CLCA, le complément de libre choix d'activité? Donc, le CLCA, c'est un dispositif financier qui est proposé aux parents d'enfants de moins de 3 ans qui interrompent ou qui diminuent leur activité professionnelle dans le cadre le plus souvent d'un congé parental. C'est un dispositif qui vise à compenser la perte de revenus liée à l'interruption ou à la diminution d'activité, mais avec un dispositif dont le montant varie de 130 euros pour le montant le plus bas quand la prestation est prise à taux partiel, c'est-à-dire quand les parents continuent à maintenir leur activité professionnelle, jusqu'à maximum 500 euros environ quand les parents interrompent totalement leur activité. Donc vous voyez que c'est un montant forfaitaire qui est faible. Et si on fait l'hypothèse que dans les couples, un élément fort de la négociation de savoir qui va interrompre son activité est l'élément financier, vous comprendrez que du coup 96,3% des bénéficiaires du CLCA sont des femmes et seulement 3,7% des hommes. Donc c'est un dispositif qui a des effets sexués déjà très forts dans le type de recours de ces bénéficiaires. Autre élément fort de ce dispositif qu'il convient de vous dire, c'est que quand les femmes, les 96,3% de femmes prennent ce dispositif, elles le prennent généralement à taux plein, donc elles interrompent totalement leur activité. Quand ce sont les hommes qui prennent ce dispositif, donc les 3,7% de bénéficiaires hommes, ils le prennent à taux partiel le plus souvent. 70% d'entre eux le prennent à taux partiel. Donc, ils n'interrompent pas leur activité, mais ils la diminuent et gardent un pied sur le marché du travail. Donc, voilà des éléments importants, juste de contextualisation un petit peu de ce dispositif. Autre point qu'il nous semble important de souligner, c'est que c'est un double dispositif en fait. C'est à la fois, comme je vous le disais, une prestation financière inscrite
dans les comptes sociaux au titre des prestations familiales, comme les allocations familiales. Et de ce point de vue, les bénéficiaires ne font pas l'objet de suivi spécifique. Hein, on leur verse une prestation, point. Mais il faut aussi la considérer comme une mesure active de politique d'emploi, puisque son recours, comme je vous l'indiquais, implique un retrait total ou partiel du marché du travail, avec des effets directs sur le comportement d'activité des femmes, notamment puisque elles sont la majeure partie des bénéficiaires. Alors, les effets sexués de cette prestation, comme je vous le disais, premier effet sexué, c'est sur le comportement d'activité des femmes. Dès que, on peut le voir à plusieurs niveaux, cette prestation a évolué dans le temps. Et notamment, en 1994, elle a été élargie aux parents d'un deuxième enfant, alors qu'auparavant, elle n'était accessible qu'aux parents de 3 enfants. À partir du moment où elle a été élargie en 1994 aux parents de 2 enfants, on a noté une baisse de 25 points du taux d'activité des femmes éligibles à la prestation. Autre élément important à souligner, en 2004, la prestation a été élargie aux parents d'un premier enfant. Et entre 2005 et 2007, après donc, la mise en place de cette prestation, le taux d'activité des parents éligibles à la prestation d'un enfant a diminué de 15 points. Donc, vous voyez les effets forts de cette prestation sur le comportement d'activité des femmes. Autre point important à souligner sur le comportement d'activité de cette prestation, c'est qu'en 2004 aussi, cette prestation a été revalorisée dans sa formule de possibilité d'être pris à temps partiel. À partir du moment où cette possibilité a été proposée, on a constaté une augmentation du travail à taux partiel sur les femmes éligibles à la prestation, c'est-à-dire pour les femmes qui ont au moins 2 enfants. Et donc, vous voyez l'effet fort et massif de cette prestation sur le comportement vis-à-vis de l'activité des femmes. Autre point important à souligner des effets forts de cette prestation, c'est ses effets sur l'organisation domestique au sein des couples. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que dès lors que les femmes prennent cette prestation, on constate un renforcement de la division traditionnelle des tâches domestiques, ménagères et parentales au sein des couples. On constate aussi que le temps de perception de cette prestation, qui est de 3 ans, hein, qui est un temps long, est un temps propice à un décrochage vis-à-vis de l'emploi. Et plus le temps passe et plus les bénéficiaires ont du mal à se projeter dans une perspective d'emploi. Et on constate plus globalement un repli des bénéficiaires sur la sphère familiale, puisque avec parfois des comportements sur des normes sociales devenues difficilement conciliables pour elles, voire concurrentes, c'est-à-dire qu'on peut constater chez ces femmes bénéficiaires un comportement dans la sphère familiale, pour justifier de cette prestation qui leur est versée alors même qu'elles sont chez elles. Elles ont un comportement parfois très... Oui, un comportement qui se rapproche de l'activité professionnelle au sein même de la sphère familiale, c'est-à-dire avec une organisation très stricte de l'activité journalière auprès des enfants, pour dire qu'elles ne sont pas payées à ne rien faire. Il y a
En gros, c'est un petit peu comme ça. Donc, le dispositif d'accompagnement qui est proposé à ces femmes, il vient justement, je dis à ces femmes parce que forcément c'est la quasi-totalité des bénéficiaires, il vient se croiser justement à l'intersection de cette politique d'emploi et de cette politique familiale en proposant un dispositif d'accompagnement pour ces femmes de retour à l'emploi à l'issue du dispositif. Et il s'agit donc d'un dispositif qui permet de connecter les prestations familiales à une logique d'intégration professionnelle ou de maintien à l'emploi. C'est aussi un dispositif qui veut remédier donc à l'effet majeur de la prestation qui est celui du retrait d'activité des femmes et retrait à long terme d'un comportement d'activité de ces femmes. Mais on peut aussi voir ce dispositif comme un dispositif qui promeut la norme de l'adulte travailleur et un dispositif d'activation et d'injonction au retour à l'emploi de ces femmes qui s'en sont éloignées pendant une durée environ de 3 ans. Qu'est-ce que c'est donc que ces dispositifs d'accompagnement? Ce sont des courriers qui sont envoyés aux bénéficiaires, courriers ou bouche à oreille, pour assister à des réunions d'information, pour les sensibiliser au fait qu'elles auront des difficultés à revenir sur le marché de l'emploi. C'est un des dispositifs articulés entre des institutions concernées les expérimentateurs et Pôle emploi. Qu'est-ce qu'on constate dans un premier temps, et c'est ce qui nous a interpellés, c'est que seulement 10% du public ciblé répond aux sollicitations de ces mesures d'accompagnement. D'où notre interrogation et donc le cœur de notre sujet qui a été de comprendre pourquoi les bénéficiaires ne recourent pas au dispositif d'accompagnement. Avec 2 axes de questions. Quel parcours de vie familial et professionnel conduisent les bénéficiaires à ne pas recourir à des dispositifs pourtant ciblés pour elles? Et en quoi est-ce le résultat d'effets structuraux ou institutionnels induits par la construction même de ces dispositifs? L'objectif principal était donc d'identifier les facteurs sociaux et les effets structurels qui concourent à ces situations de non-recours. Je vais me permettre de continuer cette présentation générale du dispositif et comment notre étude vient s'intégrer dans le dispositif CLCA. Pour vous dire que notre port d'entrée, ça a été le non-recours du coup à ces dispositifs qui sont censés aider au retour à l'emploi après le CLCA. Donc comment on a fait pour aller chercher finalement les personnes qui sont non recourantes à ce type de prestations et à ce type d'accompagnement? On a mené une enquête auprès de 23 bénéficiaires potentiels et pour ce faire, on a dû passer du coup par les expérimentateurs qui accompagnaient ces femmes pour chercher finalement à rencontrer ces personnes qui ne recourent pas à ces dispositifs, ces personnes qu'on a finalement appelées des invisibles de l'action publique vu qu'elles ne bénéficient pas, en général des femmes, de cet accompagnement. Comment on a procédé pour pouvoir construire un panel finalement de personnes concernées par notre problématique? On a rencontré, on a co-construit la méthode entre les acteurs sociaux qui expérimentent ce type de dispositif. On est passé par des feuilles de présence de personnes qui étaient venues en réunion et qui n'étaient plus revenues après. Je pense que c'est assez intéressant de voir comment méthodologiquement on peut procéder pour toucher ce type de personnes. On a mené cette enquête ensuite par des entretiens en face à face
avec 23 bénéficiaires. La majorité de ces entretiens se sont déroulés à domicile des personnes ou dans des cafés. Je passe rapidement, parce qu'on nous a demandé d'être rapide, aux résultats de cette étude. On cherche à comprendre finalement pourquoi ces bénéficiaires ne recourent pas à des dispositifs qui sont ciblés vers elles. Et ben, le premier grand résultat de cette enquête, pourquoi finalement on ne va pas chercher à être aidé quand on a des aides qui sont produites en direction d'un public cible, eh bien, c'est tout d'abord que ces bénéficiaires potentiels se situent au croisement donc, de différentes politiques publiques et donc souffrent ou sont victimes d'une invisibilité institutionnelle. C'est-à-dire que là, elles sont au croisement et à l'intersection, pour le coup, de vides d'accompagnement. Du coup, pendant le congé parental et le CLCA, les bénéficiaires potentiels qui ne viennent pas demander ne sont suivis ni par les institutions du service public de l'emploi, par Pôle emploi, ni par l'employeur qu'elles ont quitté, ni par les CAF ou les institutions classiques du service du social. Donc, pour lever finalement ce taux de non-recours qui est impressionnant, hein, 90%, on a dit qu'il s'agirait, je dirais, d'agir sur cette question d'invisibilité de dispositifs. Ce qui ressort aussi majoritairement dans les discours des bénéficiaires interrogés, c'est qu'il y a une croyance générale en leur singularité. Alors qu'est-ce qu'on entend par une croyance générale en leur singularité? C'est que ces femmes en majorité pensent ne pas correspondre à la catégorie dans laquelle l'action publique les enserre. Elles ne s'identifient absolument pas, finalement, à l'action qui est menée vers elles. J'y reviendrai un petit peu plus tard. La plupart des recourantes qui sont allées à une première réunion d'information sans poursuivre l'action ont été choquées, voire ont été, le choc a été violent, je ne sais pas comment dire, un peu traumatisées par la réunion d'information où elles ont pu aller. Donc, à partir de ce moment-là, se crée une croyance en une singularité, en une individualité qui fait que, de toute manière, on va s'en sortir toute seule. On va s'en sortir différemment, sans appeler à l'aide par rapport à notre retour à l'emploi. Du coup, par conséquent, aux expérimentateurs, on pose un certain nombre de questions. On se demande si les objectifs d'accompagnement ne sont finalement pas biaisés. À savoir que, on a dit, hein, on est dans un double dispositif entre politique de l'emploi et politique familiale. Qu'est-ce que ces actions visent? Comment elles sont comprises par les bénéficiaires? Est-ce qu'elles visent à activer au retour à l'emploi ou est-ce qu'elles visent à une remobilisation sociale plus générale ou à travailler sur la reconfiguration des temps de vie, emploi, famille, temps de couple, etc. Donc on s'est bien rendu compte que par rapport au discours et au ressenti de ces bénéficiaires, les objectifs d'accompagnement ne remplissent pas leur but et sont totalement biaisés par rapport à leurs besoins. Ce qui se passe également durant le bénéfice du CLCA et pendant le congé parental pour ces personnes, c'est qu'elles vont réévaluer durant cette année ou ces 3 années leur projet de vie. Alors, une réévaluation des projets de vie qui va se faire dans différentes directions. Disons qu'il y a un temps de pause dans le parcours qui va renforcer finalement un retour sur l'espace domestique, mais finalement le parcours va repositionner l'emploi sur une autre place au niveau de son développement personnel, quoi. Ce qui fait que les projets qui vont émerger finalement vont être pour une majorité d'entre eux des projets professionnels qui vont se diriger vers les compétences petite enfance, par exemple, ou vers les compétences qui sont reliées aux enfants. On peut avoir d'autres projets qui vont émerger où cette singularité notamment y est liée, c'est le travailler de manière autonome qui va émerger. C'est-à-dire travailler sans être salarié comme dans la situation précédente, comme travailler à la maison, travailler avec plus d'autonomie, travailler en télétravail. Donc, le CLCA et le bénéfice des CLCA pour les non-recurrentes, ça va être
avant tout une réévaluation de son parcours d'emploi et une projection différente dans l'emploi. Ici sont les 4 facteurs de non-recours principaux que nous avons pu mettre en avant dans cette étude. Pour conclure notre petite présentation par rapport aussi à la thématique évidemment de l'égalité homme-femme, je pense qu'on a une première piste de réflexion qui va être en lien avec l'invisibilité sociale et la question du comment aller vers des personnes, finalement ici des femmes en congé parental, comment aller vers un type de public pour qu'ils puissent bénéficier d'une aide. Je pense qu'en France, en tout cas, le non-recours depuis 15 ans est quand même bien mis en avant dans un certain nombre de travaux. Et la question de la dialectique du visible, de l'invisibilité sociale dans l'action publique aujourd'hui est un enjeu majeur. Et il me semble que conceptuellement, la question de l'invisibilité sociale pour ces publics-là est tout à fait heuristique. C'est illustré d'ailleurs par le rapport de l'Observatoire national de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale qui vient de sortir, intitulé « L'invisibilité sociale, une responsabilité collective ». Donc premier point, peut-être pour les chercheurs en tout cas, tirer cette dialectique du visible et de l'invisible. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit émerger dans ces publics dont une certaine culture de la singularité et de l'autonomie se consolide? On voit 3 types différents de publics émerger, et je viendrai pointer plus spécifiquement sur une de ces typologies. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui bénéficient déjà d'un certain nombre de services sociaux et qui sont déjà dans des dispositifs dits de solidarité. On repère chez ces publics une certaine socialisation par les services sociaux, et dans ce cas, on repère finalement un non-recours au dispositif puisque la demande est déjà couverte. Le repère dans un petit village du Cher, je me souviens bien, c'est finalement la maison des solidarités qui est à côté et pas le centre d'information droits des femmes et des familles qui va m'aider à retrouver un emploi après mon travail. Oui. Deuxième typologie, ça va être finalement les personnes qui se réorientent vers un projet d'emploi mais qui va avoir un caractère assez surréaliste et qui va être un projet d'emploi assez risqué. J'ai en tête une femme également qui voulait devenir assistante familiale du fait des compétences qu'elle avait développées dans la sphère domestique auprès de ses quatre enfants. Enfin, une typologie importante un type important qui se détache, c'est celui qu'on appelle, ou qui est appelé dans une certaine littérature, celui des experts d'expérience, ou qu'on peut appeler aussi des as de la débrouille. C'est-à-dire que par rapport à cette nouvelle organisation de la sphère familiale, se développent des réseaux d'entraide, des réseaux de soutien autour de l'école, autour du fait de s'occuper de ses enfants, entre femmes dans les mêmes situations. Et ces réseaux d'entraide, finalement, sont porteuses d'une expertise face à cette expérience qui fait que le temps de vie ne va pas forcément s'orienter vers l'emploi. Et la demande d'aide ne va pas émerger du tout. Alors, pour terminer, on voulait pointer quand même certaines limites de l'action de ces dispositifs qui sont extrêmement valorisés institutionnellement. Je l'ai déjà dit, savoir de quelle manière on communique aussi auprès des bénéficiaires. Est-ce qu'on est sur un outil de resociabilisation ou sur un outil de remobilisation vers l'emploi? Puisque pour les bénéficiaires interrogés, c'est absolument pas clair les objectifs du dispositif, bien qu'un arsenal de plaquettes de communication soit dédié à l'empowerment, je dirais, des bénéficiaires. Ensuite, il faudrait du coup revenir sur les objectifs initiaux de ces expérimentations qui ont finalement peu d'effet sur l'égalité homme-femme à l'intérieur de l'organisation familiale. Pour avoir mené un certain nombre d'entretiens, j'ai été toujours assez surpris du coup par le maintien des représentations sociales face à l'organisation domestique et face à l'organisation de qui s'occupe des enfants et comment. Et enfin, pour continuer vers une égalité ou une égalitarisation, je dirais, des rapports hommes-femmes face aux congés parentaux, je pense que les chercheurs peuvent
développer des études qualitatives qui permettent d'informer différemment les résultats statistiques que l'on peut mettre en avant. Et je tenais à souligner également que ces expérimentations sociales qui vous seront présentées demain puis tout à l'heure dans leur intégralité ont été généralisées mais n'ont pas fait pour autant un travail d'articulation approfondi entre les différentes institutions concernées. Voilà, on est disponible pour des questions et désolé d'avoir dépassé un petit peu le temps. Merci beaucoup.